D'accord, donc on va commencer. Aujourd'hui, il va s'agir surtout d'une introduction et puis on va discuter un petit peu de la suite. Et si vous avez des questions, on pourra toujours essayer de répondre. Donc, je vais commencer par vous donner le lien. Je ne sais pas si vous avez cherché le livre de Bishop, de Christopher Bishop, sur Pattern Recognition and Machine Learning, parce qu'il est libre, donc vous le trouverez facilement sur Internet, mais une petite recherche permettra de le trouver. Voilà, donc vous faites une recherche sur Internet et vous trouverez le livre. C'est un livre très intéressant lorsqu'on s'intéresse au machine learning, mais il y a beaucoup d'aspects spécifiques à certaines applications, certaines architectures. Et là, bien sûr, nous, on va essayer d'équilibrer. C'est pour ça que nous allons travailler sur les trois livres, mais on va travailler sur d'autres livres, pas seulement sur les trois. Donc, nous allons faire une lecture ensemble donc, du livre, mais je vais quelquefois donner quelques explications et compléments. Le machine learning, donc je passe la définition, je passe un petit peu mais à partir d'aujourd'hui, nous allons travailler donc sur le premier livre qui va constituer le fil conducteur, ça va être celui de Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning. Puis, nous allons aussi travailler nous allons aussi utiliser le livre Deep Learning de Ian Goodfellow, et puis le livre Deep Learning Architectures, a Mathematical Approach de Ovidiu Calin. Donc, je commence le premier cours en donnant, donc, commençons par le contenu du livre. J'espère que vous avez déjà jeté un coup d'œil, sinon vous serez amené à le faire d'ici la semaine prochaine. Donc, au début, le livre commence par une discussion générale sur certains aspects du machine learning. On travaille sur un exemple de polynomial curve fitting. Donc, nous aurons des points comme ça, par exemple. Et nous allons chercher à trouver le polynôme qui va nous permettre soit de passer par ces points, soit de passer le plus proche de l'ensemble des points. Et il va profiter de cet exemple pour introduire un certain nombre de notions, donc des notions générales au début, et puis pour nous parler un peu des probabilités, probability densities, densité de probabilité, des espérances covariances, puis des approches bayésiennes, etc. Et puis, on va passer au modèle selection et puis the curse of dimensionality, donc qui est un enjeu en machine learning très, très intéressant. Et puis, théorie de la décision, qui se combine avec les approches probabilistes pour décider, pour évaluer en particulier la performance d'un modèle. Voilà, donc après Information Theory, bien sûr, avant, il y a ici d'autres thèmes que nous allons aborder, en particulier les loss functions for regression, mais d'une manière générale, les fonctions de perte qui vont nous permettre, comme nous allons utiliser pour l'optimisation et donc pour la mise à jour des paramètres, en particulier d'un réseau de neurones. La théorie de l'information nous donne d'autres outils aussi, en particulier pour la notion d'entropie, qui permet aussi de bien comprendre les loss functions. Et puis,
on va aller beaucoup plus loin, hein, parce que un réseau de neurones, finalement, il traite de l'information, il essaie d'extraire de l'information à partir des données. On passe après aux distributions de probabilités. Et puis, on va passer à des modèles linéaires pour la régression. On va les faire un peu vite. Pour la classification. Et puis, on va arriver au réseau de neurones. Nous, on va essayer d'aller vite, avec les autres, en traitant les autres thèmes, pour venir rapidement et nous intéresser beaucoup plus au réseau de neurones. D'accord. Et là, bien sûr, on va aller suffisamment loin dans le feed-forward network functions, donc qui permet de faire la propagation avant. Et puis, on va beaucoup discuter les paramètres du réseau de neurones et puis comment on optimise ces paramètres, les différentes approches, les différents choix, en particulier l'optimisation par la descente du gradient, ce qu'on retrouve ici, la rétropropagation de l'erreur. Nous allons aussi faire un peu de maths, d'accord, et puis qui est utilisé toujours dans l'optimisation du gradient pour la mise à jour des paramètres. Et puis, nous allons aussi nous intéresser à la régularisation, qui est très, très intéressante parce que c'est à partir de ces régularisations que l'on spécifie beaucoup plus le réseau de neurones. Et puis, on évite le fait que le problème est mal posé, donc mathématiquement, il est mal posé. Donc, la régularisation des réseaux de neurones permet d'améliorer l'aspect mathématique qui stabilise le réseau de neurones. Et puis, nous allons aussi toucher les Mixture Density Networks et traiter un petit peu les réseaux bayésiens. Et puis, nous allons nous attaquer, surtout lorsqu'on va s'intéresser au unsupervised learning, donc lorsqu'on va s'intéresser aux variables latentes et puis aux vraies variables d'un système, et non pas de ce qu'on mesure, donc les variables latentes, nous allons nous intéresser aux méthodes, kernel methods, en particulier certaines méthodes très utilisées, SVM, même l'ACP ou des méthodes proches qu'on développe, qu'on enrichit, qu'on modifie en utilisant des kernels, des noyaux. Nous allons bien sûr passer par une définition. Et l'intérêt de ce livre, c'est qu'il nous permettra de définir les choses. Et nous allons essayer d'aller à la fois doucement, mais on va sauter certaines parties pour aussi ne pas consommer beaucoup de temps sur des aspects que vous aurez peut-être la possibilité de développer seul. Donc, pour commencer, une petite introduction, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, on ne va pas aller très loin. Nous commençons par le problème des chiffres manuscrits, qui était un des premiers problèmes traités par du machine learning, et en particulier par les réseaux de neurones, mais pas que par les réseaux de neurones, puisqu'on a utilisé pratiquement toutes les méthodes de machine learning pour ce problème. Donc là, nous avons des chiffres manuscrits, donc écrits à la main, et ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse développer des modèles, des algorithmes qui puissent reconnaître un peu la valeur de ces chiffres manuscrits, par exemple le 0, le 1, le 2, le 3, jusqu'à 9. Quelle que soit la manière dont c'est écrit. Bon, parce que c'est écrit manuellement et ce n'est pas toujours écrit de la même manière.
mais ils partagent, par exemple, tous les trois partagent quelque chose. Donc, quelle que soit la manière il y a quelque chose même si je n'écris pas de la manière, et même si différentes personnes écrivent le chiffre 3, ce chiffre ils vont partager quelque chose va se répéter. Et justement, tout l'intérêt de cette lecture de ce livre et du terme pattern, c'est que le chiffre 3, par exemple ici, le chiffre 3, il est représenté par des pixels. Donc, nous avons ici 28 pixels dans cette base de données MNIST, parce que on peut utiliser, excusez-moi, une base de données MNIST qui a été développée par Ian Lequin. Ça fait des années, plusieurs années. Donc, MNIST, excusez-moi, correctement. Donc, MNIST, c'est des caractères qui ont été pré-traités par Ian Lequin, des images plutôt, donc 28 fois 28 pixels, ils étaient un peu centrés pour qu'ils puissent être utilisés exploités par des algorithmes pas très sophistiqués. Donc, le dataset MNIST, qui est composé d'un très grand nombre de chiffres, des dizaines de milliers, donc 60 000 ou plus. C'est cette base de données, ce jeu de données, ce dataset, qui est composé, comme j'ai dit, d'images de 28 fois 28 pixels. Si on considère que les images sont en noir et blanc, ces pixels, regardez, ces images peuvent être considérés comme étant des matrices avec 28 fois 28, donc 784 pixels. Et donc, on peut, si on ils vont appartenir à R à la puissance, donc à R à la puissance 784. Donc, ils appartiennent à R à la puissance 784. Pourquoi? Parce que nous avons 784 éléments, composantes dans cette matrice, et je peux les présenter comme un vecteur. Donc, les images, tout d'abord, les images sont numérisées. Aujourd'hui, pratiquement toutes les images sont numérisées. Donc, les images, c'est des pixels, c'est des matrices avec des nombres qui définissent le nombre de gris. Si l'image est en couleur, nous aurons trois fois, donc on va avoir trois couches. La couche de la couleur rouge, puis vert, du vert, et puis la couche RGB, bleu. Et donc, ça va être trois fois ça. Donc, supposons qu'on avait un chiffre écrit en couleur, donc nous aurons 3 fois 784 si on a la même résolution, 28 fois 28 pixels. D'accord. Donc, déjà, la première chose que l'on remarque est que nous avons des données, nous avons nous avons R 784, donc nous avons une dimensionnalité très, très grande et qu'il faudrait traiter. Ce n'est pas habituel. Donc, avant, les gens travaillaient dans la pratique en utilisant R3, R4, R5. On n'allait pas très loin dans la dimension, mais ici, la dimension est très élevée, très grande, ce qui poserait un grand nombre de problèmes. Voilà, donc l'objectif est de pouvoir construire une machine ou un algorithme qui, si je lui donne une image qui représente un chiffre manuscrit, qu'il me donne
un vecteur cible qui représente le chiffre en question. Par exemple, 8, on va la représenter, bien sûr, on peut dire c'est tout simplement 8, mais on représente souvent 8 par un vecteur. Donc, on passe de R à la puissance 784 à R à la puissance 10. Pourquoi? Parce que ça c'est tout simplement 8. Et 8, je peux la représenter par ce vecteur 0, 0, 0, 0, et puis 1, et puis 0. Le 9, par exemple, ça va être 0, 0, 0, 0. Et le dernier, donc 1, le dernier élément. Le 0, ça va être 0, ça va être 1. Donc 0, 0, c'est quoi? 0. Il est représenté par 1, et puis 0, 0, 0, plus. Et puis 1, donc ça représente 0. 1, c'est 0, 1, 0, 0, 0. Donc, vous connaissez un peu comment on peut représenter. Et ça permet de représenter d'une manière unique les chiffres manuscrits. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que avoir une machine, on pourrait appeler phi, une machine phi, qui, quand je lui donne donc, excusez-moi, donc phi, si je lui donne une image, elle permet d'identifier le chiffre qui lui correspond en passant par ce vecteur cible. Le problème est que cet objectif n'est pas facile à atteindre. Pourquoi? Parce que 8 s'écrit de différentes manières. Regardez ici dans le dataset MNIST, 8, les gens écrivent, d'accord, déjà une seule personne peut écrire 8 de différentes manières, mais différentes personnes écrivent encore de manière beaucoup plus différente le chiffre 8. Et il est difficile de le reconnaître. Regardez par exemple là, c'est vraiment différent des autres, très différent des autres. Et parfois, difficile de. Parfois même, on peut confondre 8 avec un autre. Comme vous voyez, pas clair. C'est pas toujours, c'est pas écrit de la même manière et pas facile donc de reconnaître le 8. Mais on le reconnaît, nous, humains. Parfois, c'est pas évident. Et vous imaginez que pour une machine, pour un ordinateur, ça va être beaucoup plus compliqué. D'accord? Parce qu'il y a une grande variabilité. Et le terme variabilité est intéressant à retenir, puisqu'on va beaucoup parler de variabilité, de variance et similarité, etc. Donc, au cours de cette lecture. Donc, la variabilité de l'écriture manuscrite pour le même chiffre, par exemple 8, fait qu'il est difficile que le problème est difficile. Il est d'autant beaucoup plus difficile d'imaginer ce que les gens avaient essayé pendant de longues années, que ce soit pour les chiffres manuscrits ou pour le langage, pour le traitement du langage, essayer d'écrire donc des règles, d'extraire des règles et de proposer des règles et des heuristiques qui permettent de distinguer les chiffres, reconnaître le 8, reconnaître le 1, le 7. C'est très difficile par un programme, par exemple, langage C ou Java ou même Python, mais qui utilise des règles qu'un expert ou que des connaisseurs donc, essayent de développer pour identifier chaque caractère. C'est très compliqué parce qu'il y a une grande variabilité, justement, et que les règles en général, ils sont caractérisées par une rigidité. C'est-à-dire, j'écris une règle, donc j'exploite la règle. Donc, ça n'a pas donné, c'est difficile d'utiliser les règles comme ça qui me permettent de reconnaître d'une manière efficace les chiffres.
Et qu'est-ce qu'on a imaginé, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du machine learning, c'est-à-dire que, surtout par l'expérience, à travers des concours, donc, je pense que vous savez que à partir de 2012, le machine learning est devenu à surclasser les autres méthodes, les autres approches dans beaucoup de domaines, pas seulement pour les chiffres manuscrits. Et donc, en adoptant le machine learning, des approches basées sur le machine learning, donc en utilisant un certain nombre d'exemples, on utilise des exemples, donc grand N, simple ou exemple, et en les utilisant pour entraîner un réseau de neurones, on est arrivé à avoir des algorithmes qui permettent d'identifier les catégories des chiffres. Donc, on lui donne une image, il reconnaît s'il s'agit d'un 2 ou d'un 3 ou d'un 1 ou d'un 0, d'une manière très efficace. Jusqu'au point où, d'ailleurs, MNIST est devenu un test un petit peu dépassé parce qu'il n'a plus la complexité, il est l'essentiel des algorithmes que nous utilisons aujourd'hui arrive à passer facilement ce test. Et là, vous voyez, bien sûr, on a besoin de beaucoup d'exemples. Là, vous avez un grand nombre de chiffres manuscrits, mais dans MNIST, nous avons beaucoup plus que ça. Et vous voyez, par exemple, le 1, à chaque fois, il est écrit d'une certaine manière, le 2 aussi, ce n'est pas toujours évident. Regardez ici, ce 2, je ne sais pas si vous le voyez, c'est presque un 1. Donc, les humains, là aussi, nous avons un 2 qui est presque un 1, et ainsi de suite. D'accord? Parfois, le 6 ressemble beaucoup à 5, ou 5 ressemble à 6, parce que les humains n'écrivent pas toujours de la même manière les chiffres. Et parfois, 0 ressemble à 9, ou ressemble. Et surtout 7. Regardez 7, c'est presque un 1. Voilà, donc vous voyez, donc 7, c'est pas facile, même pour un humain, de la distinguer de 1. Donc, pour voir simple, d'une manière très simple, ce qu'on fait, c'est que nous prenons un dataset, comme ici, prenons des chiffres manuscrits dans des archives d'une administration, on prend les archives et puis on prend les chiffres écrits par des humains et on fait l'apprentissage dessus. On ne prend pas les chiffres écrits par une personne, on prend des chiffres écrits par plusieurs personnes. Donc, c'est ce qu'a fait Yann Lequin. Mais comment on fait? On va prendre les chiffres et on va les transporter en vecteur. Donc, regardez, 3 par exemple, 3, vous avez 1, 1, 1, puis 0, 0, 1, 1, 1. Donc, on transforme ces 3 en un vecteur. Et puis, on continue, on prend 4 et on transforme 4, deuxième vecteur. 3 aussi, troisième vecteur, et ainsi de suite. Et puis, on passe à 2, etc. Et on a le dataset, c'est tout ça. Le dataset, après, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, j'ai pris de petites images avec 15 éléments, parce que c'est plus facile à manipuler. Mais les problèmes concrets, c'est on prend l'image d'un chat, d'un chien, exemple classique. Mais encore plus pratique et encore plus réaliste, c'est la voiture, lorsqu'elle roule, elle va prendre des photos et même des vidéos de ce qui l'entoure, de l'environnement qui l'entoure, et il doit analyser chaque image de la vidéo, parce qu'une vidéo, c'est une séquence d'images. Donc, il va essayer de les traiter, avec bien sûr des algorithmes sophistiqués. Mais à chaque fois, c'est d'une certaine manière une transformation de l'image en un vecteur qu'on va traiter. Donc, lorsqu'on a un dataset et on veut faire de l'apprentissage, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on divise le dataset en deux parties.
une partie sur laquelle nous faisons un entraînement, donc le training dataset, pour entraîner le dataset. Nous allons voir un peu c'est quoi entraîner. Et puis, on laisse une partie pour tester est-ce que l'algorithme, une fois entraîné, il va passer le test ou pas. C'est-à-dire, on réserve une partie d'exemples qui ne vont pas servir dans l'entraînement, mais qui vont valider, qui vont nous permettre de valider l'algorithme. Bien sûr, la notion d'entraînement et de test, nous allons y revenir après, mais ce que vous devez comprendre, c'est que en général, on va prendre un réseau de neurones. Donc, on va prendre un réseau de neurones ou un algorithme quelconque avec des paramètres. Et pendant la phase d'entraînement, nous allons essayer d'ajuster les paramètres de manière à ce que le résultat attendu soit obtenu. Donc, dans le dataset, qui va servir pour l'entraînement, nous disposons du vecteur, par exemple de ça, avec l'image, avec la valeur attendue. C'est-à-dire ici, c'est 3, c'est 2. Bon. Mais là, regardez, là, j'ai mis 1, 0, 1, 0. Pourquoi? Parce que nous avons des exemples et nous souhaitons développer un algorithme qui va prédire est-ce qu'il s'agit d'un nombre pair ou impair. Et comme 3 est un nombre impair, donc on a mis 1. Donc pour les nombres impairs, on va mettre 1. 4 est un nombre pair, donc le deuxième exemple, on a mis 0. Le y attendu, c'est-à-dire le résultat attendu, c'est 0, puisqu'il est pair. 3, il est impair, donc le résultat attendu, c'est 1. Donc, puisque nous avons ici une classification binaire, pair ou impair, donc on peut donner 1 pour ce qui est impair et 0 pour ce qui est pair. Le problème de MNIST est très complexe, parce que, comme j'ai dit, nous avons R à la puissance 787. Donc, chaque exemple, chaque vecteur, dans ce petit exemple, chaque vecteur appartient à R à la puissance 15, parce que nous avons 15 éléments pour chaque chiffre. Là, nous avons R à la puissance 784. Déjà, nous allons voir ça après en détail, mais déjà, on peut imaginer que 787, c'est un peu trop. Plonger les chiffres manuscrits dans R à la puissance 787, c'est un peu trop. Et c'est un peu logique, parce qu'on a pris une image. On a pris l'image. Or, toute l'information, on n'a pas besoin de 84 dimensions. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tout l'objectif de ce que nous allons essayer de faire, c'est de, comme on a dit, c'est de ramener, regardez ce qu'on avait dit. On avait dit que nous allons passer de R à la puissance 787 à R à la puissance 10. Donc, l'information contenue dans ça, c'est que ça, c'est 8. Donc, normalement, elle peut être résumée en un vecteur P égale à ça. Et 4 peut être résumé dans un vecteur de même dimension, qui appartient à R10, mais qui est différent. Donc, le machine learning d'une manière générale et surtout le réseau de neurones, nous allons voir que c'est beaucoup plus un résumé, donc éliminer toutes les dimensions qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas déterminantes dans ce que nous allons voir, soit la classification, le clustering ou la régression, et ne garder que de réduire au maximum, donc réduire la dimension, et ne garder que ce qui est nécessaire pour identifier la valeur de l'image, du contenu un peu dans l'image. Et c'est très riche et même magnifique parfois.
on va parler de variétés, manifoldes, etc. Donc, il y a des aspects très intéressants, très puissants aussi du point de vue mathématique, mais aussi, même pour les gens qui n'ont pas fait beaucoup de maths, c'est agréable à voir et c'est intéressant aussi à développer. Donc, quand on projette les chiffres manuscrits, les images qui représentent les chiffres manuscrits dans R à la puissance 784, on peut utiliser PCA, donc l'analyse en composante principale, pour ceux qui connaissent, mais nous allons revenir sur ça après, puisque c'est dans le livre. Mais là, pour les gens… donc, ce que vous devez comprendre avec PCI, c'est que si je prends les points, parce que finalement, quand on prend un vecteur, par exemple, l'image, vous vous rappelez l'image, comme ça, quand on la dit, elle va habiter ici, c'est dans R à la puissance 784. Et si je prends R à la puissance 784, donc, imaginez que ça, c'est R à la puissance 784. Alors, ça va être un point, juste un point dans l'espace 784. Et puis, quand je prends un autre chiffre, donc 3, manuscrit, elle va être quelque part ici. Et puis, si je prends un autre chiffre, par exemple 8 écrit avec une autre personne, par une autre personne, ça va être quelque part ici. Et intuitivement, on peut se dire que déjà, les 8, toutes les images qui représentent le chiffre 8 vont être quelque part proches ou voisins, les uns des autres, les unes des autres. Les points, donc les voisins les uns des autres. Et puis, les 3 ils vont aussi être quelque part. Et peut-être pas trop loin de 8. D'accord. Non pas parce que 3, c'est pas et justement, ce qu'on a fait ici, c'est que on a pris les points, on les a projetés dans R à la puissance 784, que je ne peux pas dessiner, puisque c'est un espace à très grande dimension, mais on a utilisé l'ACP pour identifier les directions des composantes principales, c'est-à-dire le plan, tel que si je projette les points, ils soient les plus distingués possibles. Il garde, donc, on parle de variabilité ou de variance, donc il maximise un petit peu la variance projetée. C'est-à-dire les points restent éloignés le plus possible. Et nous avons obtenu ce que vous voyez ici, donc les chiffres, ça c'est les 1, puis, donc je ne vois pas le 8, mais il est quelque part, ça peut être ça peut être les violets, et puis les 2, d'accord. Vous voyez un peu comment c'est réparti, les 0 c'est ce qui est en rouge, et bien sûr, regardez, 0 est très loin de 1, parce qu'on voit d'ailleurs que ce n'est pas vraiment la même chose. Les 1, ils sont là. Les 1, ils sont un peu distinguables. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais on peut distinguer facilement les 1 d'accord, par rapport à 2, à 5. C'est un peu différent. Le 1. Par contre, d'autres chiffres, ils sont un peu… On peut facilement les confondre, en particulier les 0 et les 6. Pour une machine, ce n'est pas si loin de ça, ce n'est pas si différent que ça. Il y a aussi les 7 et les 1 de ce côté, et parfois ils se chevauchent. Donc là, on a projeté les points en utilisant une méthode d'analyse de données qui est l'ACP, et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et nous, on souhaite écrire un algorithme ou développer un logiciel qui permet d'identifier de séparer, donc d'identifier les chiffres manuscrits. Et vous voyez qu'il est difficile d'identifier ici les chiffres parce qu'il y a le chevauche. Vous voyez,
Les 2, 2, 6, déjà les 6, ils sont au milieu des 2. Et là, on a choisi la meilleure projection. Mais l'inconvénient avec la CP, c'est que elle peut être intéressante, mais c'est un algorithme linéaire, d'accord? Linéaire. C'est une projection linéaire de données. Il ne tient pas compte des non-linéarités qui peuvent être dans les données. Donc, nous allons parler de patterns après, parce que c'est intéressant, puisque dans le titre du livre, nous avons le terme pattern. Mais ici, déjà, je peux dire que les patterns, c'est un petit peu les formes que l'on retrouve. Quelle est la forme de tous les nombres? Parce que, regardez, quand je prends R à la puissance 784, je mets tous les points. Ils ne vont pas occuper tout l'espace. On va avoir beaucoup de vide. D'accord? Certaines dimensions peuvent ne jamais être utilisées. Donc, déjà, on peut se ramener à R à la puissance 300, 400. Et après, en prenant les R à la puissance 400, 300, on peut aussi voir que les chiffres, ils suivent, c'est-à-dire ils sont dans R à la puissance 300, 400, mais c'est comme si on prend un papier et on le plie un petit peu, d'accord? On plie un papier. Un papier, il est plan, d'accord? Un papier, si vous prenez une feuille A4, il est plane. Mais si vous la pliez un petit peu, il vit dans un espace R à la puissance 3, puisqu'on l'a plié, il n'est plus dans le plan. Mais il reste quand même quelque chose de dimension d'une certaine manière. C'est une variété de dimensions de manifold. C'est pour ça qu'on va parler de manifold. Donc, les points que vous voyez ici, qui vivent dans l'espace R à la puissance 784, on pourra trouver avec des méthodes assez sophistiquées, un noyau en particulier, lesquels on a parlé, ou les réseaux de neurones, on va y revenir, on pourra les représenter, les déplier pour les replacer dans un espace de dimension beaucoup plus petite. Idéalement pour nous, c'est de les placer dans R à la puissance 10. Et puis, une fois qu'on va les placer dans R à la puissance 10, l'autre chose qui est idéale pour nous, c'est de pouvoir séparer les 1, repousser un petit peu les 0, repousser les 9 et créer des sortes de clusters où les différents chiffres que l'on obtient à partir des images donc soient suffisamment identifiables. Ce qui va nous permettre de définir des frontières. On reparlera de tout ça après. Voilà, donc c'est l'objectif un peu des réseaux de neurones, mais là, je le place, on va laisser ça, on va y revenir beaucoup plus tard. Donc, l'objectif est à partir d'une image, utiliser quelque chose, donc un réseau de neurones, pour obtenir un target, d'accord, un vecteur cible qui représente le chiffre qui est en question. Donc là, on va nommer ça petit x et l'image, donc x, il appartient à R à la puissance 784. Une fonction très, très élevée. Et d'ailleurs, tout le parcours des données, parce qu'on met des données, ou alors on va dire on met des mesures, parce que c'est des mesures, on prend l'image. Toute l'image ne représente pas forcément de l'information, c'est beaucoup plus des données, difficile même de parler de variables. Mais à partir de ces données, nous essayons d'extraire les patterns.
c'est-à-dire les formes. Par exemple, le 8, il a quelque chose ici qu'il a, d'accord, il a distingue de 1 ou de 9. Il a quelque chose qui l'identifie. Et puis, si je prends toutes les 8, ils vont constituer quelque chose dans l'espace R à la puissance 784. Ils vont représenter quelque chose. Ils vont, géométriquement, ils vont être quelque part, une couche, un peu séparée des 6 ou des 7. C'est un peu l'objectif de… Donc, c'est pour ça qu'on parle de pattern, de forme, de shape en anglais. Et ce sont ces formes que l'on va essayer d'identifier mathématiquement, puisque les formes, c'est la géométrie. Et les formes géométriques, on peut les caractériser. Il y a eu beaucoup de mathématiques autour de ça. Et le machine learning essaie de revenir à toutes ces mathématiques, à essayer de les exploiter. Mais au début, aujourd'hui, on utilise des réseaux de neurones qui exploitent ça, mais d'une manière un peu naïve, d'accord, et intéressante, efficace. On ne sait pas ce qui se passe exactement dans un réseau de neurones, mais on sait qu'il va lui-même chercher les patterns, mais il manque un certain nombre de fondements mathématiques pour expliquer l'exploit que réalise le réseau de neurones. Donc, le temps passe vite, donc je vais aller très, très vite et essayer de résumer. Donc, notre objectif, c'est de comprendre comment utiliser un réseau de neurones ou utiliser d'autres méthodes. Mais la lecture, puisqu'on va toujours revenir au livre, et le livre, il ne parle pas rapidement des réseaux de neurones, et c'est ça qui fait son intérêt, mais il va nous permettre de construire et de constituer les bases mathématiques, les bases aussi de raisonnement et de compréhension qui vont nous permettre de bien comprendre ce qui se passe, quoi un réseau de neurones, comment on l'utilise, mais d'une manière beaucoup plus générale, comment on peut utiliser le machine learning, donc pas seulement les réseaux de neurones, au-delà. Et puis aussi, il faut aussi comprendre que depuis quelques années, après la réussite des réseaux de neurones, les gens sont revenus un peu vers les fondements des réseaux de neurones, les fondements mathématiques. Quand je dis mathématiques, c'est probabilité, statistique, géométrie, topologie, optimisation, donc toute analyse fonctionnelle. Les gens sont revenus vers ça pour essayer déjà de comprendre ce qui se passe dans un réseau de neurones et puis de proposer des architectures de réseau de neurones qui soient les plus fiables et les plus efficaces possibles. Mais aussi pour comprendre ce qui se passe, aussi pour justifier et pour interpréter les résultats obtenus. Voilà, donc un réseau de neurones, c'est ça. On va y revenir, c'est des couches. Nous avons des entrées, nous avons des sorties. Dans le cas que j'ai présenté aujourd'hui, la sortie, c'est les 0, 0, 0, 1, 0. C'est dans R10. Et l'entrée, ce n'est pas seulement 6 chiffres, mais c'est dans R à la puissance 784. Quand vous vous rappelez, on a dit 784 puisqu'on va utiliser des réseaux MNIST. Mais dans la pratique, c'est souvent beaucoup plus grand que ça. C'est R parce qu'on prend, par exemple, une image, aujourd'hui, qu'on traite avec des réseaux de neurones, c'est une image d'une grande résolution. Et on ne peut pas réduire la résolution parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'identifier est-ce que le chiffre est 8 ou 7 ou 4, mais par exemple, pour la voiture autonome, c'est de comprendre quel est le sens d'un panneau de signalisation, ou alors est-ce qu'il y a une personne qui traverse la route ou pas, et identifier la personne, parce qu'il y a beaucoup d'objets donc pour la voiture, il y aura beaucoup d'objets, mais il doit identifier parmi ces objets les humains. Et puis identifier et localiser les humains. C'est très… Les applications sont allées beaucoup plus loin. Donc, le résultat que l'on va essayer d'obtenir, c'est d'avoir une fonction y de x. Vous avez x, c'est l'entrée, la sortie, c'est le chiffre qui correspond, c'est le vecteur, le t, par exemple. Donc, si je reviens ici à cet exemple, le x est là, et nous voulons avoir un y de x qui est représenté par ce vecteur t.
Et nous allons commencer par entraîner le réseau de neurones ou l'algorithme de machine learning. Et entraîner l'algorithme veut dire que les poids, parce que là, nous avons des poids, mais aujourd'hui, je vais très vite, c'est juste une introduction. Les poids, il faut les adapter pour qu'ils donnent les résultats attendus pour le dataset d'entraînement. D'accord. Tout ça, on va y revenir. Donc, dans la phase d'entraînement, nous connaissons les X et nous connaissons les sorties attendues Y, ou le vecteur qui est représenté par un vecteur T, éventuellement, donc Y de X. Et il faudrait donc faire l'entraînement. Mais là, beaucoup de problèmes vont se poser parce que normalement, nous voulons avoir un réseau de neurones ou un algorithme de machine learning qui exploite la variabilité des données, etc. Et puis le volume aussi de données, puisqu'on va utiliser beaucoup de données pour apprendre, pour que l'algorithme soit, les paramètres de l'algorithme soient ajustés. Nous avons deux objectifs. Il faut que l'algorithme soit précis sur les données qu'on lui donne pour qu'il s'entraîne. Donc, le réseau de neurones, si je lui donne ça, il doit me sortir le 8, 0, 0, 0, 1, 0, avec une bonne précision. Après, on verra. Donc, il doit me donner ça parce qu'il va me donner une probabilité de 8. Il ne va pas me donner, par exemple, il va me donner ici 0,9. Et j'accepterai parce que ça veut dire que, et peut-être là, il va me donner 0,01. Et là, 0,001. Il va me donner un vecteur, donc on va revenir à ça après. Donc, avec une bonne précision, c'est-à-dire ici, quelque chose qui est très proche de 1. Donc, dans la phase d'entraînement, il va me donner ça. Mais moi, mon objectif, ce n'est pas que la phase d'entraînement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si je vends, par exemple, cet algorithme, si je le donne à quelqu'un, ce monsieur va écrire 8 à sa manière, peut-être qu'il va écrire comme ça. Et l'algorithme, même pour ce 8 sur lequel il ne s'est pas entraîné, il doit donner aussi un résultat avec une bonne précision. Donc, il doit être validé. Et comment je valide? Donc, je l'ai déjà dit, en utilisant un dataset de tests. Bon. C'est-à-dire que l'algorithme doit être précis sur le dataset d'entraînement, mais doit être aussi généralisable. Il doit être aussi précis pour des données qu'il n'a pas vues. D'accord? Il doit catégoriser des exemples, regardez, qui sont différents de ceux utilisés pour l'entraîner. Dans la phase d'entraînement, comme j'ai dit, après, il doit être utilisé dans une banque ou dans la poste pour identifier, par exemple, le code postal ou les montants dans les chèques. Et il doit le faire avec une grande précision parce que pas qu'il y ait des erreurs à ce niveau-là. Et voilà, donc, et tout ça va se passer, nous allons le voir avec donc, du pattern recognition, la reconnaissance de pattern. Et puis, souvent, les données que l'on utilise vont être retraitées, d'accord, les images que l'on va donner au réseau de neurones ou au machine learning, ou à l'algorithme de machine learning. Le traitement va par exemple, on peut avoir quelqu'un qui dit 8 comme ça, donc on peut avoir une image où le 8 est là. Qu'est-ce qu'on fait? On peut la centrer pour la mettre au milieu, mais il n'y a pas que ça, parce qu'aujourd'hui, les réseaux convolutifs, mais d'une manière générale, parfois on passe par une phase de pré-traitement de ces images, et puis lorsqu'on va donner ça au réseau de neurones, il y a aussi, on peut normaliser, il y a beaucoup de choses qui se font, en particulier pour limiter la variabilité des données, pour simplifier donc, à l'algorithme la phase d'entraînement, et puis même les données qu'il va aussi utiliser après, quand il est en phase de production, les images ou les données doivent aussi être normalisées de la même manière.
pré-traité, pré-processé, de la même manière que ce qu'on a fait dans la phase d'entraînement. Et puis, il y a deux grandes utilisations de machine learning, c'est deux grandes classes. Il y a la classe supervised learning, qui a fait beaucoup d'exploits au début, ce qui a fait un peu la gloire des réseaux de neurones au début, en particulier avec la reconnaissance des images, images nettes et aussi les MNIST, comme exemple simple. Et c'est utilisé pour, par exemple, la classification, classifier un chat d'un chien ou des chiffres manuscrits, les classifier, mais aussi pour la régression, par exemple, prédire le prix de quelque chose ou la météo, prédire aussi. Lorsqu'il s'agit de valeurs continues, nombres réels, continuous variables, donc on parle de régression. Par exemple, nous avons des points ici, des exemples. Ou la COVID, par exemple, la COVID, comment ça va évoluer. Donc, on peut prédire un nombre, soit ici, quand il s'agit d'une extrapolation, c'est-à-dire un nombre pour une valeur qui est en dehors des données mesurées ou au milieu, quand il s'agira donc et on dit qu'il s'agit d'une interpolation, mais toujours une régression. Régression, c'est donc déterminer une valeur. Quand on dit valeur, ce n'est pas forcément un nombre réel, ça peut être un vecteur. Et tout ça, on va y revenir avec beaucoup plus de détails. Et puis, pour terminer, il y a l'autre classe d'algorithmes de machine learning, qualifié d'être unsupervised learning. Et depuis quelques années, il retient un grand intérêt, parce que même lorsqu'on a des données labellisées, donc des données étiquettes pour la classification, parfois soit qu'on a un bruit et donc il faut utiliser des approches, des algorithmes unsupervised learning pour déjà faire une sorte de pré-traitement de ces données et de clustering avant de faire la classification, ou alors parfois on n'a même pas de... C'est-à-dire le problème n'est pas posé c'est pas un problème de classification. C'est un problème, par exemple, de clustering, mais qui s'appuie sur un peu les caractéristiques des données. D'accord? Par exemple, je donne un algorithme des images et c'est à lui de séparer les chiens, des chats, des voitures, des humains. Mais dans beaucoup de domaines, l'unsupervised learning est devenu très, très intéressant. Il réduit aussi les efforts d'apprentissage puisque si on se limite uniquement au label, c'est qu'on ignore beaucoup d'aspects qui sont intrinsèques aux variables, aux données elles-mêmes. Et puis, nous allons organiser au mois de mars un workshop uniquement sur les unsupervised learning. Bien sûr, on va parler de machine learning d'une manière générale, mais ça va être beaucoup plus concentré sur le unsupervised learning au mois de mars prochain à la FSC de Stat. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Je vous remercie. Si vous avez des questions, bien sûr, je peux toujours répondre. Mais lisez le livre et on va continuer comme ça, entre ce que vous lisez et ce qu'on va résumer et essayer de présenter. Bonsoir, monsieur. J'ai une question, s'il vous plaît, si vous voulez, bien sûr. Bien sûr. Tout d'abord, je vous remercie concernant cette présentation. On a appris beaucoup de choses, donc merci beaucoup, monsieur. Ma question, moi, je travaille sur la récupération d'énergie via les matériaux intelligents et je veux utiliser le concept de machine learning. Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux réussir à cela? Je peux, par exemple, appliquer le machine learning ou les algorithmes pour prédire, par exemple, l'énergie qui va générer par quelques matériaux, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense dans
D'ailleurs, c'est très lié, tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Voilà, monsieur. Oui, D'accord, et machine learning. Et j'ai participé j'étais rapporteur d'une thèse oui. d'une personne qui optimise, d'accord, qui utilise le machine learning pour optimiser un peu la redistribution un peu de l'énergie produite par les Voilà, oui, monsieur. photovoltaïques. Et Voilà. puis, ça d'une part, et puis il y a une personne aussi que j'ai formée il y a un jour, 3 semaines, et qui utilise aussi un peu la même problématique. Donc, Ouais. comment prédire la production photovoltaïque en fonction de Ouais. l'irradiation. Mais il y a beaucoup plus, peut-être qui est proche de ce que Oui, monsieur, vous oui. Donc, c'est un demandez. sujet d'actualité dans le Non, non, machine learning. je ne pense pas qu'il y ait une science aujourd'hui ou une industrie qui ne peut pas utiliser le machine learning. Parce que c'est simple. Oui, Le machine learning, c'est quoi? C'est au lieu d'être expert, de trouver les lois, et parfois les lois sont très complexes pour les équations différentielles qui oui, régissent, par exemple, les systèmes, nous allons prendre les données et les données vont nous permettre de prédire ou voilà, bien oui, ils vont nous permettre de comprendre un système, comment il fonctionne, ou de l'optimiser. D'accord? Donc, oui, bien sûr que ça peut être utilisé, mais à tous les niveaux. Si, par exemple, vous avez des matériaux, si au niveau moléculaire ou oui. au niveau des atomes que vous voulez donc C'est en multidisciplinaire, comprendre, oui. c'est Oui, possible. D'ailleurs, oui, COVID-19, tout ce qui a été produit, c'est parce qu'on a utilisé le machine learning. Le machine oui, learning peut nous dire quelle est la structure, ou quelle est la composition, quelle est la pression qu'il faut utiliser pour oui. produire tel niveau d'énergie Oui. ou telle Donc, monsieur, efficacité. ouais, je vous remercie, monsieur, concernant les التوضيح, monsieur. Mais donc, je dois, monsieur, savoir les bases du machine learning. C'est comment utiliser, par exemple, le machine learning, les algorithmes d'IA, etc. Bien sûr, c'est bien de comprendre le livre qu'on va lire ensemble. Il va être très utile parce que Oui, le livre, il présente un peu les bases, les oui, concepts de base. Ce n'est pas un livre très spécifique, très spécialisé. oui. C'est pour ça qu'il est intéressant, c'est pour ça qu'on va faire une Merci, lecture. monsieur. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci. Merci. Le livre, il est sur Internet en format PDF. Donc, Christopher Bishop l'a mis sur Internet. Il suffit de faire une Oui, recherche sur Google. Le premier, je pense, le premier lien, ça va être le livre. oui, d'accord, monsieur. Barakallahu fik. Allez, au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Allez, merci. Donc, pas de questions. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah. Et ce n'est pas facile. Oui, je termine par ça. Le machine learning, c'est très intéressant, mais ça demande un effort. Ce n'est pas quelque chose que on ne va pas réserver 10 heures de sa vie pour comprendre le machine learning. C'est Monsieur, passionnant et il faut mettre du temps, il faut sacrifier un peu de temps. Oui, il y a une question? Monsieur, s'il vous plaît, il y a une possibilité de faire une formation sur Python parce que je pense qu'il est nécessaire pour avoir travaillé Oui, sur la. bien sûr. Mais là c'est parce que nous organisons des webinaires. Donc, et puis, il y aura une formation, le workshop à la FST de Stat, où il y aura de l'implémentation des algorithmes avec Python. Mais D'accord. c'est une. Et puis, à un centre Click, nous proposons des formations. On préfère qu'il n'y ait pas d'étudiants, parce que surtout pas d'étudiants des universités, Stade, Kenitra. Mais là aussi, on donne des formations sur Python. Et un jour, dans les webinaires, il y aura quelque chose sur Python. Mais autre chose, c'est que Python, on le trouve facilement sur Internet. Et d'une manière extraordinaire. Très bien expliqué, avec beaucoup d'exemples. Il faut faire oui, beaucoup de recherches, mais essayer de travailler en groupe. D'ailleurs, le livre, pourquoi je proposais qu'on le lise en groupe,
c'est que si vous essayez de travailler d'une manière isolée dans votre coin, ça va être très, très difficile. Il faut constituer des groupes et échanger entre vous et essayer de partager les astuces, les concepts. OK, donc à la prochaine fois. Au revoir.